Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast leaderadvocacy.com, le podcast qui décrypte les tendances du marketing advocacy et la prise de parole des dirigeantes et dirigeants en ligne. Je suis Patrice Hilaire, conférencier et créateur du site leaderadvocacy.com et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Louis-Marie Durand. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Patrice et merci de ton invitation. Eh ben, merci, à toi d'avoir accepté notre invitation. Tu fais partie, alors pour nos auditeurs, ça fera peut-être un petit peu loin, mais des personnes qui ont répondu très rapidement à mon appel au secours, suite à l'annulation d'un enregistrement et donc finalement, en fait, j'ai trouvé ça, finalement très intéressant parce que j'ai eu plein de nouvelles demandes et plein de nouvelles rencontres, même si effectivement on se connaissait un petit peu de loin, mais en tout cas ça me permet d'avoir, des invités et de nouveaux invités. Et je te propose avant de débuter, cet épisode que tu te présentes justement. Alors donc je suis Louis-Marie Durand, je suis, cofondateur de 5e Rue, un cabinet de conseil en stratégie digitale que je dirige depuis, 15 ans maintenant et depuis 15 ans, mon métier, si je le résume, il consiste à faire le lien, entre 2 mondes. 2 mondes qui pendant longtemps ne se sont pas forcément beaucoup parlé. Celui des dirigeants et des organisations qui, aujourd'hui sont attendus bien au-delà, de leurs résultats business. On les attend sur l'incarnation, sur leur crédibilité, sur leur rôle dans le débat public et puis, le second monde qui est celui des réseaux sociaux, qui sont devenus, de plus en plus des territoires stratégiques d'influence et de réputation, mais qui ont leurs propres codes, leurs propres risques, leurs opportunités aussi et nous, chez 5e Rue, ce qu'on fait au quotidien, c'est d'accompagner ces dirigeants, ces organisations, pour qu'ils gagnent, en crédibilité sur ces nouveaux territoires d'influence. Ça veut dire que depuis 15 ans, on a eu, plein de missions différentes qui ont évolué avec la maturité, des directions de la communication, notamment sur ces sujets, qui ont évolué aussi avec l'évolution des plateformes. Alors on a commencé, par tout ce qui était sujet de veille et de réputation. On a ensuite accompagné, les marques corporate dans leur arrivée sur les réseaux sociaux, puis des directions de la communication, dans leur organisation. On a par exemple, construit, toute la conception, de la social room, de SNCF, les connexions avec la cellule de crise, quels étaient les profils qu'il fallait intégrer dans cette, social room, comment elle était, pilotée et coordonnée avec les différentes entités de la communication. Et puis, on est arrivé notamment sur, toute la dimension employé advocacy, avec des programmes comme Team SNCF, Team, Pôle emploi, également, avec, des programmes aussi pour Air France, qui nous a amené aussi progressivement à arriver sur des sujets de leader advocacy dont on va parler aujourd'hui. Et là, on a encore de nouveaux défis qui se posent à nous, aujourd'hui, avec la creator economy, avec, l'arrivée, des LLM également qui bouleversent, les enjeux de réputation. Donc voilà, on est vraiment, à la croisée de ces 2 mondes et nous, notre enjeu, c'est vraiment d'être, à l'avant-garde, de ces sujets pour accompagner ces directions, sur ces nouveaux, défis. Hem Si, parce qu'on a une actualité, récente, qui est le rapprochement avec, le cabinet de conseil The Arcane. The Arcane, c'est un cabinet de conseil en influence, un des, cabinets les plus reconnus de Paris et en fait, ça vient, là aussi, confirmer, cette rencontre entre 2 mondes. Donc nous, cabinet de conseil digital et puis un cabinet de conseil spécialisé, sur les dirigeants et les grandes organisations, y compris sur la question de la gouvernance, d'ailleurs. Et là, voilà, aujourd'hui, on est réunis dans les mêmes bureaux avec, une conviction, c'était de mettre l'influence, des dirigeants au même niveau que l'influence digitale, et proposer, comme ça une offre, intégrée. Et on va le voir, je pense qu'on en parlera, mais le leader advocacy est un de nos sujets, cœur de métier chez 5e Rue et The Arcane. OK.
C'est vrai que c'est intéressant de rappeler ça. En fait, on s'aperçoit alors, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas totalement, mon parcours, mais, j'ai été pendant 15 ans, le responsable des réseaux sociaux du groupe La Poste et effectivement, c'est des choses que l'évolution fait que naturellement, on a d'abord travaillé sur les réseaux sociaux de marque et après on s'est dit: «Bah, en fait, on a beaucoup de personnes qui vont prendre la parole». Donc on a travaillé sur, l'employee advocacy, la gouvernance autour de l'employee advocacy dans les années 2012 pour, le groupe La Poste et après en 2017, pour le groupe La Poste, on a commencé à travailler sur la leader advocacy, c'est vrai que, finalement, en fait, les choses, maintenant quand on regarde ça, comme ça, plusieurs années, on se dit: «Mais pourquoi on n'a pas, inversé, cette tendance?» en commençant, bah, par les leaders, mais je pense que c'est aujourd'hui, c'était des éléments aussi de volume, et de gestion, ces prises de parole, de volume de gestion de ces prises de parole qui arrivaient de manière assez forte, en 2012 et que, voilà, comme, tout le monde le sait, les réseaux sociaux ont évolué très rapidement et il fallait, répondre à l'urgence. Alors justement, toi, tu as parlé de cette évolution, mais est-ce qu'on peut revenir justement pour toi sur, ta vision de cette évolution des réseaux sociaux ces dernières années? Alors, ces dernières années, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'évolutions et même dans les dernières années, très courtes, hein, il suffit de voir Twitter, puis X, puis, la déshérence, de X, la montée en puissance, de LinkedIn, l'arrivée, des algos, plus sur le for you, donc vraiment où on se base sur l'intérêt plutôt que sur le réseau social à proprement parler et on voit bien que là, les réseaux, ils ont vraiment changé de nature. Aujourd'hui, on continue de les appeler réseaux, mais ils ressemblent davantage finalement à des médias. Avant, on voyait d'abord ce que publiaient nos relations. Aujourd'hui, on voit ce que l'algorithme décide de nous montrer. On voit bien qu'on a des IA qui, vont observer nos comportements face au contenu et vont nous pousser, finalement des contenus qui sont, susceptibles de nous garder longtemps, sur la plateforme. Donc ça, c'est vraiment un changement qui est fondamental parce que, heu, en tout cas pour les organisations et les entreprises qui sont présentes sur ces réseaux, ça change tout. Hem, Hier, on suivait une page corporate pour suivre son actualité et on avait l'ensemble du fil, de manière chronologique. Aujourd'hui, on aucune marque ne peut pousser à 100 un contenu à ses followers. Donc aujourd'hui, en fait, il ne suffit plus d'écrire un message corporate, il faut que ce message soit pensé au-delà du fond, sur la forme, sur l'angle, sur la mise en scène, sur l'incarnation, sur le format, pour répondre aux algos et être visible de nos publics et des publics, élargis. Ça veut dire que c'est, la communication sur les réseaux sociaux, finalement, elle est devenue beaucoup plus exigeante, sous peine de parler dans le vide. Et on le voit, je trouve que les acteurs qui aujourd'hui incarnent le plus cette exigence, c'est, les créateurs de contenu. On voit notamment tous les créateurs de contenu corporate, les Gaspard G, ou les nouveaux médias verticaux comme le média positif. Et aujourd'hui, pour nous, en tant que conseil, auprès des entreprises, c'est à la fois des sources d'inspiration par leur format, mais c'est aussi devenu des partenaires. On travaille avec eux, pas seulement pour aller, hem, proposer à leur audience un contenu, de marque, c'est pas ça vraiment qu'on va chercher. Ce qu'on cherche, c'est leur regard, c'est leurs pattes, c'est leur manière de présenter l'entreprise autrement. Je prends un exemple, Ludovic B, qui fait, beaucoup de contenu, de marque employeur. Son regard, on va dire, sa naïveté dans l'approche, d'une entreprise permet de poser les bonnes questions, des questions que l'entreprise n'aurait pas forcément mises en avant, dans une offre ou, dans un discours, plus corporate et c'est ça, je trouve, qui est intéressant et à titre personnel, je trouve que ce renouveau qui est permanent, c'est ce qui fait vraiment, l'intérêt de nos métiers. OK. Alors, pour revenir à justement la partie du podcast qui nous intéresse sur la partie, leader advocacy. Aujourd'hui, justement, tu parlais de ces différents lieux, qui se développent avec les créateurs de contenu, avec des nouveaux supports. Comment tu définirais justement la leader advocacy aujourd'hui? Alors, la leader advocacy,
on a tendance à pas mal la résumer, sur LinkedIn, à l'expression des dirigeants, sur LinkedIn. Et c'est vrai que, encore une fois, ça, c'est un mouvement qui a été très rapide, dans les dernières années. C'est que là, je pense qu'on peut regarder la totalité, ou la quasi-totalité, en tout cas, des dirigeants et des comex du SBF. Ils sont à minima présents, et pour la plupart actifs, sur LinkedIn. Heu, Ce qu'on voit aussi, sur la leader advocacy, et ça, c'est assez récent, c'est que l'IA a banalisé la production. Heu, les agences ont industrialisé, les postes, et on le voit, et il y a une fatigue qui s'installe et qui remonte d'ailleurs dans des commentaires parfois, c'est que LinkedIn, il est un peu saturé de contenus qui sont alors certes très propres, mais interchangeables. On réagit tous aux mêmes choses, heu et on perd un peu, le vrai objectif de la leader advocacy. Moi, dans la description que je ferais, c'est qu'aujourd'hui, le marché s'est concentré sur le quoi. Qu'est-ce qu'on dit? Et on en oublie le pourquoi. Pourquoi le dirigeant prendrait la parole? Et pour moi, c'est ça le cœur de la leader advocacy. On n'a aucun intérêt à transformer un dirigeant en homme sandwich pour répéter des actus corporate. C'est pas ça le combat. Le combat, c'est pas celui de la visibilité non plus. Le combat, c'est celui de la crédibilité, et c'est ça la leader advocacy. Pour moi, c'est comment un dirigeant, dans sa singularité, dans son parcours, dans sa vision, va apporter un regard qu'il est le seul à pouvoir porter, qu'il est le seul à pouvoir incarner, et qui va éclairer les décisions, la vision, les choix de son organisation. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que ça change tout en termes de, manière de raconter, les choses, de manière de prendre, la parole. Et on le voit de plus en plus d'ailleurs, face à la montée des discours, heu, faits par l'IA. Il y a une prise de conscience, tant du côté des dirigeants que d'ailleurs du côté, je crois, de LinkedIn, notamment, qui de plus en plus va valoriser les prises de parole qui font vraiment sens, qui apportent un coin de neuf, qui apportent une singularité. OK. Et je rajoute peut-être un autre truc, toujours sur la définition de la leader advocacy, parce qu'on a tendance à prendre le sujet aussi, souvent de manière, individuelle, un peu comme du personal branding. Et moi, il y a un truc que je répète souvent, du coup à mes interlocuteurs, c'est que la leader advocacy, c'est un sport collectif. On joue en équipe. Chacun est, à son poste, et la parole du dirigeant, du CEO, elle doit s'articuler avec celle du COMEX. Elle doit s'articuler avec celle des experts, dans l'entreprise. Elle doit s'articuler aussi avec des séquences médiatiques ou avec des séquences d'affaires publiques. Et en fait, nous, et c'est comme ça que je vois aussi, notre rôle, et c'est pour ça que le rapprochement entre 5e rue et Arcane, je pense qu'il est pertinent, c'est qu'on est un peu des architectes de l'influence de l'entreprise. Et là où, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait un, 2, 3 canaux d'expression, la publicité, la presse et éventuellement le dirigeant, dans quelques cas. Aujourd'hui, des porte-parole de l'entreprise, ils sont multipliés avec la leader advocacy, avec l'employé advocacy. Hem, on parle non plus une fois tous les 6 mois, on parle tous les jours et même plusieurs fois par jour. Chacun s'approprie son sujet. Donc à un moment donné, pour être impactant, il faut qu'on soit aligné et il faut qu'on soit coordonné. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui date de l'année dernière, pendant les, JO 2024. Donc nous, on travaille pour la RATP, et tu n'es pas sans savoir que les semaines, les mois qui ont précédé les JO, la RATP était particulièrement chahutée, et beaucoup pariaient, sur, le fait qu'ils ne relèveraient pas le défi, des JO. Et en fait, quelques semaines avant les JO, quand on a vu que tout était très solide, très préparé, et que le défi
allait être relevé sauf accident majeur qui était, imprévisible, on a décidé de raconter cette histoire et donc on a mobilisé tout le COMEX RATP, le responsable de la sécurité, le responsable des infrastructures, le directeur du projet, JOP, le DIRCOM, le CEO, tout le monde pour raconter, chacun avec son regard, chacun avec son expertise, comment eux, ils avaient relevé ce défi. Concrètement, en termes de résultats, c'était, je crois sur 3 semaines, une quarantaine de postes leader advocacy. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que un, chacun de ces postes a été vu 50 heu, plus fort qu'un poste de la marque RATP. Donc si on multiplie en plus par 40, c'est énorme. On a pu toucher un réseau, forcément le réseau des dirigeants, qui ne suivent pas forcément la marque RATP. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, on a créé un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'en interne, on a des agents RATP qui ont vu leur patron fiers de ce qu'ils avaient fait, valoriser leur implication, leur engagement, dans ce défi et qui eux-mêmes se sont mis à poster. Donc en fait, d'un programme de leader advocacy, on en a fait un programme d'employé advocacy et de fierté interne et ça, je trouve que c'est particulièrement, si on doit évaluer, on va dire les critères de réussite, moi ce que j'ai retenu et ce que d'ailleurs, ce qui a été retenu en interne, c'est plus cet effet boule de neige que, des grands chiffres de visibilité. D'accord. Effectivement, très intéressant de voir ces éléments-là et on voit bien aussi, que, la communication de la leader advocacy, elle vient aussi nourrir l'interne, et il faut pas l'oublier. Alors il y a bien des canaux internes qu'il faut garder et tout ça, mais en tout cas, on s'aperçoit quand même que, notamment pour les grands groupes, cette communication, externe en leader advocacy, elle vient aussi nourrir, l'interne et ça, c'est intéressant et autre point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, effectivement, je trouvais intéressant, c'est que, aujourd'hui, bah, forcément, c'est le cœur, pour la leader advocacy, la partie LinkedIn est vraiment le cœur, du jeu aujourd'hui. Mais c'est vrai que, finalement, on s'aperçoit que quand on discute, dans ce cadre de ce podcast, on voit bien que, finalement, il y a aussi du fait maintenant de cette volumétrie, de cette, finalement, de cette difficulté à émerger, une réflexion qui redevient globale, par rapport, aux leaders et par rapport à l'entreprise sur, bah, les prises de parole dans des conférences, les prises de parole, plus classiques, bon, les prises de parole de podcast, enfin voilà. Il y a en fait, en tout cas, une réflexion plus globale, et pas uniquement de se dire: «Bah, c'est LinkedIn et puis on va tous aller sur LinkedIn» parce qu'effectivement, aujourd'hui, la volumétrie fait que, on a aussi de plus en plus de mal à sortir, du lot et peut-être que c'est, le fait d'avoir, un certain nombre de points, qui vient nourrir ces éléments-là et tu parlais aussi de la partie, IA bien évidemment quand on fait une recherche sur le nom, prénom, du dirigeant, on sait qu'aujourd'hui alors les réseaux sociaux, en fonction des études parce que il y a aujourd'hui des interrogations en fonction des études, des études qui disent que finalement c'est 1 d'autres qui disent c'est plus, mais en tout cas, on sait que ça vient nourrir et donc c'est intéressant aussi, de travailler ce point-là et pour justement passer à la suite, pour toi aujourd'hui, hem on sait qu'il y avait, jusque-là, en tout cas, un certain nombre de freins psychologiques pour les dirigeants, qui souhaitaient pas, forcément prendre la parole. Tu parlais tout à l'heure donc du SBF qui représente les 120 plus grosses entreprises, en France. Alors il y a un classement qui est fait par Amazing Content chaque année justement sur ces prises de parole. Mais, pour toi aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, des freins psychologiques pour, motiver un dirigeant à basculer justement à cette prise de parole, en ligne? Alors le, le 1er point et là, c'est pareil, je reprends un peu de recul par rapport, aux seuls réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants, ils sont en permanence dans un exercice de prise de parole. Ils sont devant leur board, ils sont devant une commission d'enquête, ils sont devant leurs équipes, ils sont face à un journaliste, ils sont face à un investisseur et on leur demande d'être sur les réseaux sociaux. Heu, donc c'est un exercice qui est devenu un exercice quotidien pour eux. En tout cas, la prise de parole. Ce qui peut déstabiliser sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la prise de parole, mais c'est davantage l'exposition. Par exposition, j'entends, que quand un dirigeant va, publier sur LinkedIn,
sa parole, elle va être immédiatement commentée, découpée, elle va être sortie de son contexte, elle va être parfois contestée en direct. C'est aussi le cas dans les médias, sauf que là, on a une immédiateté puisque c'est juste en dessous du post, ça vient dans les minutes, qui suivent et donc ça peut être, heu, assez déstabilisant pour des dirigeants, de se retrouver confrontés à ce débat en direct. Hem, je prends un exemple, alors qui est peut-être, pour le coup un peu surdimensionné, mais, j'imagine que tu as vu, le cas récent du CEO de McDo, dont j'ai oublié le nom, mais qui, dans une vidéo, prend une mini bouchée, d'un burger et en fait, ça a été moqué parce qu'en fait, on a vu dans cette vidéo une mise en scène qui était forcée, une dissonance en fait entre un patron en cravate, un énorme burger et il prend une toute petite bouchée et en fait, les internautes ont repris le truc, les autres marques ont rebondi dessus en se moquant et de cette vidéo et en fait, des cas comme ça peut, freiner. Nous, c'est aussi notre travail justement, d'identifier, tous ces risques et puis de construire des dispositifs qui sont sur mesure. C'est-à-dire que, nous, on a beaucoup de dirigeants qui, dans les premiers temps, sont pas forcément à l'aise avec le média vidéo. Or, le média vidéo, aujourd'hui, c'est devenu une nouvelle grammaire, donc il faut, l'adopter. On y va progressivement. C'est-à-dire qu'on commence, à, le laisser dans une prise de parole plutôt à l'écrit et puis progressivement, sur des exercices très, cadrés, il avance sur, ces nouveaux, médias, vidéo, qui sont beaucoup plus sans filtre. Et je reviens d'ailleurs sur le cas du dirigeant de McDo, je ne sais pas comment ont bossé ses équipes de communication, mais si on regarde les vidéos précédentes, en fait, il y avait déjà des commentaires sur cette dissonance. Sur Instagram, on le voit sur ses reels, il y a des commentaires qui critiquent justement cette prise de parole qui paraît un peu, hem, en dehors des codes d'Instagram. Donc il y a vraiment c'est ce point-là, c'est cette maîtrise des codes, qui sont tellement spécifiques, qui sortent tellement des exercices de style habituels pour les dirigeants que sont les médias ou autres, qui peut faire peur, qui peut freiner. Alors justement, comment aujourd'hui, alors tu parles de code ou trouver sa voix, parce qu'il faut trouver aussi sa manière de communiquer qui soit aussi naturelle, comme tu disais, qu'il y ait pas aussi de différence entre, la personne que l'on voit en ligne et la personne que l'on rencontre en réel ou qu'on l'on voit, parler. Comment justement vous, en tant qu'agence ou, en tant que direction de la communication, on peut, arriver à accompagner ces dirigeants pour que cette communication, elle soit pas trop formatée et que justement il y a cette dissonance qui arrive, qui peut arriver sur le long terme. Au départ, souvent, ça peut des choses qui fonctionnent bien parce qu'il y a un vrai accompagnement, il y a des vrais sujets. Puis au bout de 6 mois, 1 an, bah, en fait, on manque de sujets et on revient sur des choses un peu plus, plus classiques. Bah, moi, le premier truc, que je dirais, c'est que, 1, il y a aucune obligation. Ça, c'est quand même il faut se le rappeler. Aujourd'hui, effectivement, il y a un enjeu. Il y a un enjeu parce qu'on voit bien que l'usage des, médias sociaux, vient compléter des médias qui perdent un peu en audience. Donc c'est pas l'un remplace l'autre, c'est complété et donc effectivement, il y a certaines générations, si on veut les toucher, bah, on est obligé d'aller sur ces réseaux. Maintenant, il faut pas forcer les choses et il y a d'autres moyens de le faire. On peut avoir une prise de parole par d'autres, porte-parole de l'entreprise, comex, experts, par la marque directement. Mais ça, c'est un point qui est important, à rappeler. Une fois qu'on est avec le dirigeant, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repart systématiquement de lui. Heu, Tout l'enjeu, c'est de l'aider à trouver un territoire de parole légitime. L'enjeu pour nous et ce qu'on fait, c'est on n'est pas là pour remplir ce qu'on appelle des plans d'engagement comme pour des marques, où on dit: «Lundi, on va poster ça, mardi, on va poster ça». C'est pas ça le sujet. L'enjeu, c'est d'accompagner le dirigeant pour que sa colonne vertébrale, qu'il a dans la réalité, elle soit aussi lisible sur les réseaux sociaux. Un autre point qui finalement, rassure aussi, hem, c'est que moi je dis parfois aux dirigeants: «Il faut que derrière chaque poste,
vous soyez en capacité de signer de votre propre main. Qu'on se dise, en fait, ce qui a été écrit ici, non pas c'est dans le style de, ça on s'en fout, mais c'est quelque chose que seul le dirigeant pouvait publier. Il y a une exclusivité parce qu'il a raconté les coulisses d'une négociation, parce qu'il a expliqué un choix qui aurait été commenté dans la presse, parce que avant d'aller présenter ses résultats à la presse, il va dire en coulisses son intention. C'est quoi les grands messages qu'il veut faire passer? Donc voilà, c'est vraiment ce point-là. Et après, en fait, j'ai envie de dire aussi, oubliez les algos. Oubliez tous les pseudo-conseils de: «Il faut poster à telle heure, il faut qu'il y ait tel hashtag». Enfin, à un moment donné, le plus important, heu, c'est de se dire: «Est-ce que moi, en tant que dirigeant, cette vidéo que je viens de faire, est-ce que je l'aurais regardée jusqu'au bout? Ou est-ce que finalement elle est pas super intéressante, elle n'apporte pas grand-chose au débat?» Et si on est sur le deuxième cas, en fait, peut-être qu'il faut ne pas poster. Même si on n'est pas, régulier, même si les algos nous diraient qu'il faut, davantage, publier. Ça, c'est vraiment c'est très basique, c'est du bon sens, heu, mais on l'oublie et il faut pas qu'on se fasse gouverner par les algos parce que, on perd pour le coup toute crédibilité. Peut-être qu'on gagne en visibilité, mais on perd en crédibilité et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu de la leader advocacy, c'est la crédibilité. Et D'accord. puis le dernier point, on en parlait aussi, juste avant, c'est que parfois il faut oser et ça, c'est aussi nous, notre métier de conseil, de se dire que, certes, on est dans des exercices qui pour certains, sont maîtrisés, mais on va oser aller un peu plus loin et en fait, saisir des formats qui permettent de créer une autre relation avec nos publics, une relation de proximité. Je pense à ce qu'a fait récemment, alors même si dans l'exécution, on aurait pu faire autrement, mais le DM, d'Emmanuel Macron, en réponse, j'ai plus exactement le contexte, mais là où on vient incarner cette proximité, c'est les face cam de dirigeants qui, en sortie d'une réunion ou d'une conférence, vont, faire leur rapport d'étonnement. C'est, les rencontres et les contenus qui sont co-créés aussi avec des créateurs de contenu, où on va découvrir, un une autre, facette, du dirigeant. Donc on se met un peu à nu et effectivement, on se met peut-être un peu plus en zone de risque. À nous, derrière, de poser toutes les conditions de réussite. Mais je pense que oser, c'est bien aussi. Alors effectivement, tu le disais, donc maintenant il est le dirigeant a pris la parole et c'est vrai que souvent aussi il y a un raisonnement des équipes ou même du dirigeant sur, le côté instantané, des réseaux sociaux, ce qu'il est beaucoup moins sur LinkedIn parce qu'on constate quand même que finalement, en fait, on a des posts qui alors, c'est mieux quand ça part et que ça fonctionne tout de suite très bien, mais on voit en fait aussi que, l'algorithme il peut aussi, donner, du sa chance à des posts sur le un peu plus long et il faut laisser, aussi sa chance à ces postes-là et de regarder moins dans le côté instantané. Et comment toi, aujourd'hui, vous mesurez justement ou en tout cas comment vous, pour les dirigeants ou que vous accompagnez, comment vous mesurez justement ce succès ou non de ces prises de parole? On est comme tout le monde. On regarde les audiences et on est toujours très content, quand, on a fait, des bons chiffres. La réalité, c'est que ça reste quand même un indicateur de surface. Je reprends les classements de dirigeants d'ailleurs. Forcément, les dirigeants qui sont tout en haut des classements, c'est les dirigeants des très grosses boîtes. Il ne faut pas se voiler la face, LinkedIn, ça fonctionne aussi en bulle. Donc si on est CEO d'une entreprise de 300 000 personnes, on a beaucoup plus, de chances d'être tout en haut du classement que si on est CEO d'une entreprise de 20 000 personnes. Ça, c'est le premier point. Hem, Ce qu'on regarde, pour moi, il y a 3 trucs. Il y a ce que je te disais tout à l'heure, l'impact direct. Vraiment le côté, je viens de publier, derrière, j'ai un commentaire de quelqu'un que je connais, que j'apprécie. J'ai un retour interne. Dans les bureaux, on me parle de ce poste, de cette, prise de position, que j'ai pu avoir, sur LinkedIn. Des invitations. On m'a identifié sur un sujet et je suis invité dans telle ou telle conférence, dans tel ou tel
émissions, de radio. Donc ça, c'est vraiment l'impact direct. Après, il y a un point qui est d'un peu plus, moyen terme, c'est la clarté du positionnement. C'est un point qui est important, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de dirigeants. À un moment donné, il faut qu'on soit clair sur ce qu'on veut incarner, le combat qu'on veut porter. Et ça, c'est un point important. À partir du moment où cette parole, cette position du dirigeant, elle est bien identifiée, voire même elle est reprise ou elle est attendue, ça fonctionne. C'est le cas, je prends, un vieil exemple, qu'on cite, je pense toujours, mais Michel-Édouard Leclerc, sur le pouvoir d'achat. Moi, j'ai travaillé, il y a très longtemps, quand j'étais chez TBWA, sur le blog De quoi je me mêle. Heu, Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il a toujours été droit dans ses bottes là-dessus et qu'en fait, là, maintenant, on l'invite en tant que commentateur d'abord de la vie politique, voire même on lui prête un rôle d'acteur de cette vie politique. Mais ce qui est intéressant et moi, ce que je retiens en termes de communication, c'est qu'il est identifié là-dessus et du coup, sa parole est attendue. Et le dernier point, alors là, c'est peut-être un effet collatéral. En tout cas, ce qui est important à avoir en tête, c'est que, c'est pas la leader advocacy qui fait, seule, c'est l'effet business. L'effet business, néanmoins, je pense qu'il existe. Il existe parce que le dirigeant, il va participer à la confiance qu'on donne à l'entreprise, à son expertise. Hem, il va incarner pour certains des valeurs d'innovation et cetera, de technologie et en fait, ça fait partie le dirigeant et la leader advocacy sont devenus une composante de la marque, y compris de la marque commerciale et ça, j'y crois beaucoup, je prends Apple, un Steve Jobs fait partie de l'histoire de la marque et sans doute des raisons pour lesquelles on achète Apple et donc ça, c'est un point, qui est très difficilement, mesurable, mais qu'il faut pas négliger. On fait pas ça pour, la beauté du geste. À un moment donné, le dirigeant, il va avoir un impact très fort sur la réputation, mais aussi sur le business. Et puis le dernier point, qui me semble important, c'est en fait l'avis même du dirigeant. En fait, c'est lui le juge de paix. Moi, la le meilleur moyen de savoir si, on a un rôle qui est, important et valorisé par le dirigeant, c'est le temps qu'il consacre à ses réseaux sociaux. On dit toujours qu'ils sont toujours en train de courir et cetera. Oui, certes, mais nous, il y a aucun dirigeant qu'on accompagne avec qui on n'a pas des conversations régulières, avec qui on n'a pas un WhatsApp partagé, avec qui on n'échange pas sur une position qu'on voudrait porter. On n'est pas des scribes. C'est pas ça le travail d'accompagnement, c'est pas d'être des plumes à écrire à la place d'eux, c'est vraiment d'échanger, de mettre un sujet sur la table, d'attendre une réaction et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que si le dirigeant prend ce temps-là, ça veut dire qu'il considère que ça a un impact, que c'est pertinent et du coup, c'est, je pense, un bon indicateur, de succès. OK, donc effectivement, il y a beaucoup de choses dans ta réponse. Il y a aussi un point souvent qui monte en tout cas, puisque, tu sais que moi, dans ma partie, on insiste beaucoup depuis des années sur le fait de commenter, d'interagir avec les communautés parce que c'est aussi ce qui fait la différence finalement d'un dirigeant aujourd'hui. Comme tu le disais, il y a beaucoup de dirigeants qui prennent la parole, mais finalement peu de dirigeants qui commentent, qui, participent à des discussions sur LinkedIn notamment ou sur d'autres réseaux. Et effectivement, LinkedIn, permet de voir, l'impression, de ces commentaires. Alors ça reste toujours, un ordre d'idée, hein, parce qu'avec, les réseaux sociaux, on n'a pas la maîtrise. Mais en tout cas, ça permet de voir quand même, l'impact, aussi de ces prises de parole et ces interactions qu'on a dans des communautés qui sont peut-être des fois en dehors des nôtres et ça peut être aussi un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs de regarder, pour les dirigeants qu'ils accompagnent, s'ils commentent, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable, cette notion-là. Et justement, à l'instant, tu parlais tout à l'heure de Michel-Édouard Leclerc. On voit aussi un mouvement, alors, aussi patronal, hein, qui demande, aux dirigeants de sortir justement, de leurs thématiques uniquement d'entreprise et d'aller sur des thématiques plutôt sociétales. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui,
une notion qui, mérite d'être, étudiée par les dirigeants ou s'il faut vraiment qu'il reste, s'il veut être sécurisé, tu parlais tout à l'heure de sécuriser, qu'il reste vraiment dans le domaine, d'expertise de son entreprise? Alors moi, je pense que la parole des dirigeants et notamment des grands dirigeants, elle est attendue aujourd'hui. Elle est attendue, alors peut-être un peu par défaut, mais parce qu'on est dans un contexte, qui est quand même marqué par, à minima une désillusion, voire, même je pense une défiance, vis-à-vis du monde politique et l'entreprise et du coup ses dirigeants, dans ce monde, elle devient aussi un repère rassurant et donc ce repère, sur des sujets, de société, sur des sujets de responsabilité, il doit pouvoir s'exprimer. Je pense que c'est important, d'aller, sur ces sujets, en tout cas d'aller sur les sujets où l'entreprise a un pouvoir d'action et il y en a plein. Heu, la question, écologique, évidemment, la question de l'équité homme-femme, enfin voilà, il y a énormément de sujets où l'entreprise peut s'exprimer et c'est des sujets sociétaux, c'est pas forcément des sujets business. Maintenant et tu le disais, à partir du moment où on s'exprime sur un sujet sociétal, on se met forcément un peu en risque, parce qu'on va avoir des contradicteurs, parce que, potentiellement ça peut avoir un impact business, négatif ou positif, d'ailleurs et nous on met un filtre, à tout ça, un filtre encore une fois qui est assez simple, hein, c'est la question de la compétence. Est-ce que le dirigeant ou l'entreprise, est-ce qu'ils sont légitimes pour s'exprimer sur ce sujet? Le deuxième point, c'est le sujet de la conséquence. Et là, la question que je pose souvent, c'est: en quoi ça nous engage? Parce qu'on peut, c'est facile d'avoir des positions, maintenant il faut aller jusqu'à l'action. Et ça, c'est vraiment nous le point aussi qu'on met, souvent en point d'attention, c'est ne restons pas sur des positions de principe, il faut aussi montrer que l'entreprise apporte quelque chose à la société sur ces sujets-là. Et puis il y a un dernier point, là aussi, qui peut sembler évident, mais on le rencontre suffisamment souvent pour que ce soit, rappelé, c'est la cohérence. Et à un moment donné, c'est très bien de s'exprimer sur, le défi, climatique, mais si derrière, dans notre action, dans notre activité, on ne fait pas tout ce qu'on peut faire pour aller dans ce sens-là, bah, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est vraiment compétence, conséquence et puis après toute la dimension de cohérence. Et effectivement, donc comme tu le disais, il y a ce point de cohérence sur ce qui a été aussi, traité dans le précédent podcast avec, Patrice Boudin sur la partie, alignement. Lui, il avait cette notion d'alignement. Et effectivement, on s'aperçoit aussi alors, qu'il y a un peu une recherche de la performance, on va dire, un peu à l'excès et en regardant, on sait très bien que les réseaux sociaux, ce qu'ils aiment, c'est des choses, très personnelles, qui fonctionnent, souvent mieux, on va dire quantitativement, je ne parle pas qualitativement, pardon, et ce qu'on a appelé alors ce que j'ai appelé au début de ce podcast, la facebookisation et ce que maintenant j'appelle puisque, à la force, ça fait 3 ans qu'on fait de podcast, maintenant on appelle ça la tiktokisation de LinkedIn. C'est-à-dire aujourd'hui, ce sont des contenus très courts, très viral, très adapté finalement et à TikTok, mais qui finalement, est-ce qu'aujourd'hui c'est adapté à LinkedIn? Qu'est-ce que toi tu penses de cette évolution, aussi, de la prise de parole et de la manière de prendre la parole sur LinkedIn? Hem, alors je pense que c'est pas que, sur LinkedIn. C'est-à-dire que, moi je parle de plus en plus aussi de sujets corporate sur TikTok et en fait, ce que je vois surtout, c'est qu'on a une évolution des plateformes et notamment, liée à l'algo, le for you. Donc ce que je disais, dans le point de départ, c'est qu'on n'est plus sur des réseaux sociaux où on va suivre des gens, des organisations. On est sur des réseaux sociaux, des médias qui eux-mêmes décident quel contenu ils vont nous pousser et ces contenus, qu'ils vont nous pousser, bah, en fait, généralement, c'est des contenus qui vont susciter de l'émotion, qui vont avoir une forme de hook, une forme d'histoire, une manière de raconter les choses
et en fait, c'est ça qui nous amène, quelle que soit finalement la plateforme, à adopter des codes, de manière plus ou moins habile d'ailleurs, pour garder l'attention et pour faire, à la fin, passer le message. Hem, c'est aussi d'ailleurs, et si j'en reviens à LinkedIn et au sujet, leader advocacy, hem, parfois, ce qui peut provoquer une forme de fatigue, voire même de rejet. Moi, j'ai déjà des dirigeants qui me disent: «Mais LinkedIn, c'est devenu le grand n'importe quoi avec, des posts qui se ressemblent tous, avec des hooks, on n'en peut plus», et c'est vrai, on le voit beaucoup. Pour le coup, on peut pas, tout mettre effectivement dans le même panier. Je pense que sur LinkedIn, il y a à la fois ce type de post qui effectivement, à titre personnel, que je trouve, soit drôle, soit insupportable, mais il y a aussi encore beaucoup de contenus très fouillés, des décryptages, des points de vue. En fait, des contenus qu'on ne trouverait nulle part ailleurs, des contenus signés, par des dirigeants. Ce que ça demande aujourd'hui, à mon sens, heu, c'est plus d'efforts de la part de celui qui lit, et ça, c'est un point important, c'est qu'on est devenu feignant dans le scroll. Hier, on était encore en train de chercher sur Google, on faisait nos recherches et cetera. Aujourd'hui, on lève le pouce et puis on consomme du contenu, des contenus, on les a pas demandés. Là, du coup, c'est aussi à nous de reprendre la main sur ce qu'on va regarder, ce qu'on va lire. Ça demande un effort, mais je trouve que c'est bien aussi, à un moment donné, de se dire: «Bah, on se laisse pas gouverner par les algos, on reprend la main sur ces sujets», et je crois aussi, mais je dirais, je crois que c'est des réflexions qu'il y a aujourd'hui chez LinkedIn, de se dire que peut-être qu'ils sont allés un peu trop loin dans, cet algo, un peu trop loin aussi sur la possibilité de médiatiser les contenus dirigeants, et qu'à un moment donné, peut-être il fallait exiger un peu plus de tri, justement sur ce qui est publié, sur ce qui est valorisé, par l'algo, pour que LinkedIn reste une plateforme avec des contenus de fond solides. Mmh, et c'est vrai que, i comme tu le disais, il y a ce volume, cette presque fatigue, hein, pour certaines personnes. Aujourd'hui et on en a ça avait aussi le cadre d'un récent podcast avec Thomas Rudel sur, justement cette, j'appellerais ça un signe faible, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas, en tout cas en France, mais il y a une réflexion, notamment beaucoup en Amérique du Sud, en fonction, en tout cas, alors c'est pas forcément les mêmes modèles, mais en tout cas, il y a une réflexion, sur revenir sur des canaux plus classiques, presque, historiques, on va dire, des réseaux sociaux, où en fait, on m'envoie un message et ma communauté, dans sa totalité, peut le voir. Alors, est-ce qu'elle va le voir? C'est pas forcément, mais en tout cas, elle reçoit en tout cas mon message, qui sont, les chaînes WhatsApp ou sur Telegram ou les canaux, sur, Instagram pour certains, gros influenceurs. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, ça peut être aussi, des choses qu'on peut intégrer dans sa réflexion pour revenir sur un système plus classique de messages où j'envoie à ma communauté, il peut liker, mais c'est tout ce qu'il peut faire par rapport, au message que j'envoie? Ouais, je pense. Je pense que c'est, en fait, et de toute façon, ça a toujours fonctionné comme ça, hein, c'est qu'à un moment donné, quand, il y a une plateforme qui prend un virage, donc là, celui, en fait, de devenir des chaînes de télé, connectées, hein, en gros, où on consomme du contenu de 30 secondes, bah, il y a un nouveau réseau qui s'ouvre ou qui réémerge. Là, je pense notamment aussi, à Substack, donc qui est quand même une plateforme de newsletter, un newsletter, le plus vieux média du monde, mais du coup, j'ai plus d'algo. J'ai un lien de proximité très fort parce qu'on m'envoie dans ma boîte mail, un contenu que je vais décider ou non de consommer. Bah, voilà, donc ça réouvre, je pense, de nouveaux usages. Ça ne les remplace pas, et ça, je pense que c'est important. C'est vrai aussi, tu l'as dit sur WhatsApp, hein, on le voit notamment, alors j'ai pas d'exemple de dirigeants qui l'utilisent, en tout cas qui utilisent les chaînes aujourd'hui. J'ai plus des exemples de politiques, Attal, Hidalgo et cetera. Nous, on l'utilise, WhatsApp pour des, dirigeants en leader advocacy. On l'utilise, mais presque comme, toi et moi, on pourrait l'utiliser avec un groupe d'amis, et donc ça, on le fait notamment dans des stratégies,
d'alliés ou pour animer des groupes d'experts ou de commentateurs, pour expliquer des choix qui sont faits. Donc c'est vraiment des tout petits groupes où on crée un vrai lien de proximité, où il y a une vraie interaction, mais avec un contenu qui n'a pas vocation à sortir. Par contre, le jour où le commentateur, qu'il soit journaliste, qu'il soit créateur de contenu, veut traiter d'un sujet, soit il peut, poser la question, directement, soit il a des informations qui ne sont pas forcément destinées au grand public pour traiter de manière, éclairée, ce sujet. Donc voilà comment on l'utilise donc D'accord. et d'ailleurs c'est assez intéressant, c'est que d'un côté, sur LinkedIn, il y a une espèce de course, qui pour moi n'est pas la bonne à la visibilité, alors qu'on devrait chercher la crédibilité et sur, WhatsApp finalement, plus on va être dans un groupe petit, plus ce qu'on va publier dedans va avoir de la valeur. OK. Ah bah, justement pour, conclure cette émission qui est donc une tradition depuis le début. Justement, tu parles, bah, d'un certain nombre de personnes. Est-ce que tu aurais des exemples de dirigeantes ou de dirigeants à nous donner, pour justement, suivre, la manière dont ils appréhendent leur prise de parole? Ouais, alors je ne vais évidemment pas citer les dirigeants qu'on accompagne, du coup, j'ai choisi de faire une petite pirouette, en allant, hem, voir différentes manières très différentes de faire de la leader advocacy. J'ai commencé par Instagram. Voilà. La leader advocacy, c'est pas que LinkedIn et j'ai repris, Adam Mosseri, le patron d'Instagram, justement et qui a une approche ultra servicielle et très relationnelle sur, Instagram. Donc en fait, à travers de stories, à travers de reels, il va être vraiment en interaction avec, au final, ses clients et ça, j'ai trouvé ça super intéressant de, porter le service de sa boîte et de l'incarner, directement sur son propre réseau. Sur, LinkedIn, j'ai repris, Julie Chapon de Yuka et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est sa manière d'utiliser LinkedIn qui est presque devenu pour elle un levier, d'influence quasi en lobbying, où elle va, porter, poster du contenu pour peser. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir en fait, de se dire: «Ces réseaux-là nous permettent aussi de réinventer des, des leviers de business, de lobbying, de communication financière, et de le faire autrement» et ça, je trouve intéressant la manière dont elle l'utilise. Et puis, alors le dernier, j'ai un peu bloqué. Je voulais trouver un dirigeant sur Substack, heu et malheureusement alors il y en a plein, hein, il y en a plein et notamment de boîtes de conseil et cetera. Mais je voulais trouver un dirigeant d'une entreprise, plus SBF ou autre, qui parle un peu plus. J'ai pas trouvé, donc je me suis dit qu'en fait, ce sera, le prochain dirigeant qui va, lui, se saisir de cette plateforme de newsletter en se disant: «Bah, en fait, sur LinkedIn, je vais vous partager, justement, plus les choix de l'entreprise et cetera et là, sur Substack, en fait, auprès d'un public, beaucoup plus, spécifique, via un format plus long, plus décryptage, on va installer une relation de proximité un peu plus forte, via ce format, newsletter. Donc je me dis que peut-être dans les, prochaines semaines, prochains mois, on aura un dirigeant qui se saisira de cette plateforme. Ça fait partie aussi des sujets de discussion qu'on a eu, plusieurs fois avec, Bruno Friedlanski sur, aussi la capacité, d'intégrer ou non, la newsletter LinkedIn. Est-ce qu'on reste sur LinkedIn? Est-ce qu'on sort? Donc ça fait partie aussi des réflexions que peuvent se poser, les personnes qui nous écoutent sur, bah, soit l'intégrer, soit se dire: «Je ne suis pas chez moi encore une fois sur LinkedIn et je vais plutôt gérer peut-être bon, en moins nombre de personnes, mais en tout cas, d'une manière plus fine, de mon côté». En tout cas, merci beaucoup, Louis-Marie de cet échange en fait, très, concret, autour de la leader advocacy. Merci d'avoir répondu à mon appel. Merci de cet échange et puis, bah, écoute, je propose à nos auditeurs, s'ils ont, écouté ce podcast, de le partager, auprès de leur communauté, de nous noter aussi. Vous savez que, ben, forcément, il y a aussi beaucoup d'algorithmes derrière, les podcasts et la notation est importante. Et puis, bah, en tout cas, merci Louis-Marie, pour cet échange et puis pour nos auditeurs, on se retrouve dans 15 jours
autour de la leader advocacy et un autre invité. Merci. Merci Patrice, à très bientôt.